Mes chers amis, merci pour votre venue en cet après-midi, je ne vais pas dire de début d'été, mais on est déjà bien dans le printemps, on a un beau temps aujourd'hui. Et malgré ce beau temps, vous avez choisi, et c'est tout à votre honneur, et bien de participer à cette importante réunion publique et politique que nous organisons, nous, Rassemblement National, régulièrement partout dans le département. Nous sommes aujourd'hui à Herbignac, une commune qui a une importance croissante pour nous, parce que, et je vous l'annonce en introduction de cette réunion, vous m'entendez peut-être sans le micro? Oui. Alors comme j'ai la voix qui porte, on va faire ça. C'est une commune, Herbignac, une importance croissante pour nous, parce que vous le verrez d'ici quelques jours même, j'allais dire quelques semaines, mais dans quelques jours, nous allons pour la première fois présenter à Herbignac, ainsi que dans d'autres communes, une liste à l'élection municipale de 2026. On a tous à l'esprit, bien sûr, l'important combat de 2027, que rappellent ces affiches. Nous avons une candidate, Marine Le Pen, qui pour l'instant est littéralement interdite de se présenter par la justice, et nous combattons tous pour cela, pour que Marine puisse être notre candidate en 2027, à l'élection présidentielle, mais nous avons l'importante échéance de l'élection municipale un an avant. Et nous allons présenter des listes dans différentes communes, dont, et c'est la première fois, Herbignac, qui représente un espoir pour nous, parce que nous y faisons des scores importants aux élections locales, et parce que nous y avons un chef de file, Pierre-Luc Philippe, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants, qui déjà, depuis ces derniers mois, anime le Rassemblement National dans la commune, nous représente au conseil municipal comme élu d'opposition, nous représente, et c'est plus difficile encore, dans ce qu'on appelle le conseil communautaire, si vous voulez, la communauté d'agglomération. Pierre-Luc est le seul élu RN dans le conseil communautaire, dans Cap-Atlantique. C'est dire s'il a beaucoup à faire, parce qu'il a beaucoup d'élus en face de lui qui, naturellement, ne sont pas de notre bord politique, n'appuient pas nos choix politiques, et dont on peut penser que pour certains d'entre eux, ils ne font pas forcément le bien de leur commune. Eh bien, nous, à ces élections municipales 2026, nous allons faire l'inverse. Nous nous présentons précisément pour faire le bien de nos communes respectives. Nous allons présenter, bien sûr, je dirais une philosophie nationale, un programme national plus exactement, mais nous aurons aussi dans les communes, dans les listes que nous présenterons, bien sûr, d'abord des projets d'intérêt communal qui intéressent directement le quotidien des gens, qui intéressent directement leur vie de tous les jours. Et nous travaillerons ainsi avec nos candidats à Herbignac, à La Baule, nous vous présenterons la liste bientôt, mais nous le ferons aussi à Saint-Nazaire avec Julio, nous le ferons dans d'autres villes. Nous travaillerons, si vous voulez, en marchant sur nos deux jambes. On n'oublie pas, bien sûr, l'étiquette qui est la nôtre, qui est une étiquette dont nous sommes fiers. Nous avons une candidate dont nous sommes fiers. Nous, on ne passe pas notre temps à chercher notre candidat, notre chef. Nous avons cette étiquette-là, mais en même temps, nous avons le souci, pour bien faire, pour entrer dans un maximum de conseils municipaux, pour gagner demain des mairies, nous avons le souci aussi d'avoir un programme à l'échelle locale. Et pour présenter notre projet à la fois national et puis notre vision au fond des territoires, nous invitons aujourd'hui un député français au Parlement européen, en la personne d'Angéline Furet. Je remercie. Je vous ai parlé, bien sûr, de la présidentielle, des municipales. N'oublions pas que l'an dernier, bien sûr, il y avait la dissolution législative, mais le 9 juin dernier, rappelons-nous, nous avons tous voté pour les élections européennes, pour faire gagner la liste de Jordan Bardella, et c'est ce qui est arrivé pour la deuxième fois consécutive. Jordan a gagné les élections européennes, et il a envoyé 30 députés au Parlement européen, à Bruxelles, à Strasbourg, parmi lesquels Angéline Furet, notre invitée de ce jour. Angéline vous expliquera, je pense, dans ce diaporama, son travail au quotidien au Parlement européen. Angéline est membre de la commission du budget. Et donc nous espérons que vous repartirez de cette réunion avec à la fois
la volonté de vous engager localement, notamment sur nos listes aux élections municipales, de militer bien sûr sur le terrain, et puis aussi une meilleure connaissance sans doute à la fois de notre projet national et de ce que nous portons au niveau européen, c'est-à-dire l'Europe que nous voulons, qui est fondamentalement une autre Europe que celle de la technocratie, de Madame von der Leyen, etc. Nous voulons essentiellement une Europe des peuples. Voilà, je laisse la parole dans quelques instants à Angéline, et puis Pierre-Luc va vous dire un mot, je pense, sur les enjeux spécifiques d'Herbignac. Merci, cher Gauthier. Alors, Herbignac, la commune d'Herbignac est heureuse de vous accueillir, Madame la députée. C'est un honneur pour nous, puisque un député européen, on n'en a pas beaucoup, hein, une trentaine, n'est-ce pas? Et nous sommes heureux de vous accueillir dans cette terre bretonne. N'oublions pas la Bretagne, ici, à Herbignac. C'est une commune qui a plus de 2000 ans, commune à la fois avec un passé potier, puisque nous avons 2000 ans d'histoire potière, un des plus grands centres de poterie de Bretagne, pendant 2000 ans, c'est pas rien. Nous avons un château, le château de Ranrouette, qui était la propriété des Rieux. Alors les Rieux, une grande famille de Bretagne, n'oublions pas Jean IV de Rieux, qui fut tuteur de la duchesse Anne de Bretagne. Vous voyez, on associe toujours Herbignac à la Bretagne. Alors nous sommes heureux, Madame la députée, de vous accueillir à Herbignac. Alors oui, Gauthier vous l'a annoncé, je serai donc la tête de liste à Herbignac du Rassemblement National, mais je suis un petit peu déjà dans le bain, puisque en 2020, je me suis présenté aux élections municipales et nous avons échoué à 68 voix sur une commune de près de 8000 habitants à cause d'un Covid malheureux qui nous a privés de tous les électeurs. Nous sommes passés de 74% de participation à moins de 49%. Et malheureusement, tous mes anciens que je travaille depuis longtemps, puisque je suis vice-président de la maison de retraite, tous ces anciens ont eu peur d'un discours alarmiste de M. Édouard Philippe qui décrétait que les restaurants, les bars, les boîtes de nuit allaient fermer, mais que paradoxalement, il fallait aller voter le lendemain matin. Donc, effectivement, une chute de la participation. Et nous sommes passés de 55%, comme on nous prédisait, à 49%. Voilà. Mais ce n'est que partie remise, puisque la liste est déjà de 18 noms sur 29, et j'ai un peu d'avance par rapport à l'élection de 2020, car au mois de novembre, en 2020, je n'avais que 12 noms sur 29, et là, nous sommes à 18 noms aujourd'hui. Alors, voilà. Et je terminerai simplement en disant que c'est vrai qu'on va porter la parole du Rassemblement National à Herbignac, mais aussi, il y a énormément d'enjeux locaux à Herbignac. C'est une commune importante, 21 km de long sur 12 km de large, qui a un potentiel économique important. Malheureusement, on a une équipe depuis 1989 qui a laissé cette commune s'endormir, à la fois dans son rayonnement dans l'Interco, le Cap Atlantique, et c'est malheureux puisque les communes du littoral, la Baule, le Pouliguen et d'autres communes, eux, rayonnent, et nous, avec tout ce qu'on apporte à l'Interco, on ne rayonne pas assez. Voilà, je vais porter cette voix-là pour les prochaines élections municipales. Bravo. Pour ce message encourageant, nous ne doutons pas de ta victoire. Pierre-Luc a fait 48% des voix en 2020. Il va faire naturellement plus de 50 et gagner la mairie d'Herbignac en 2026. Et je laisse Alors je vais essayer a cappella, vous me dites si vous m'entendez bien, autrement je tenterai le micro. Donc eh bien écoutez, merci à tous de m'accueillir dans cette très jolie commune où je viens de passer un moment très agréable, très bien reçu, mais ça je n'en doutais pas, par le bureau du RN 44. Et c'est un honneur pour moi d'être ici parce que je suis née en Pays de la Loire,
que j'ai commencé mes études en Loire-Atlantique, puisque j'étais à la faculté de Nantes en droit, et que, bon, évidemment, après, je les ai finis un petit peu en dehors, mais la Loire-Atlantique a fait partie de mon parcours, et quelque part, quand on est de Sarthe, parce que je suis une Sartoise, on est obligé de passer par la Loire-Atlantique si on veut accéder à la mer. Et donc, vous êtes notre accès à la mer, voilà. Alors, j'entendais, je vais peut-être me présenter parce que parmi les militants, certains sont venus, et je les en remercie, me visiter à Strasbourg et découvrir le Parlement. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis née en Sarthe, voilà, d'une famille toute simple. Hein, mon papa était chez Renault, ma maman était institutrice. Et puis, bon, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai fait mon droit à Nantes, j'ai fait Sciences Po après, et puis après je suis partie travailler aux États-Unis en l'occurrence. Et lorsque je suis revenue en France en 2013, j'ai retrouvé une France que je ne reconnaissais pas. J'ai retrouvé une France où il ne faisait plus bon vivre, où une jeune femme seule, ou une femme seule dans une ville, j'habite Le Mans, ne peut pas se promener en centre-ville, où des dames qui descendent dans la gare, je l'ai vécu, hein, se font cracher dessus. Des dames d'un certain âge, plus de 60 ans, avec leurs valises pour aller peut-être voir leur famille, ou se font... Voilà, il y a des personnes qui sont dans la rue et qui leur crachent dessus, comme ça, parce que c'est drôle. J'ai aussi retrouvé une atmosphère où tout le monde était un petit peu séparé. À mon époque, alors je ne vous dirai pas mon âge, mais bon, dans les années 80, sur les bancs de l'école, le petit copain d'à côté, on ne se demandait pas s'il était arabe, s'il était noir, s'il était juif, s'il était musulman, que sais-je, athée. C'était le petit copain et il se comportait exactement comme nous, il avait la même éducation et tout se passait bien. Et là je suis revenue, j'ai vu que tout le monde avait été séparé, qu'on avait fait ressortir toutes les différences de chacun et je me suis dit mais il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester regarder ma France devenir ça. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis rapprochée du RN 72 à l'époque, du RN de la Sarthe. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur une liste municipale en 2020. Alors, c'était pas la meilleure année, comme vous l'avez très justement dit, Pierre-Luc, pour se retrouver sur une liste municipale et puis après sur des candidatures législatives. Et lorsque Jordan m'a demandé si je souhaitais être sur la liste aux européennes, j'ai bien évidemment dit oui. J'ai dit oui en sachant que, parce que je ne suis pas une politique professionnelle, hein, j'ai une entreprise. J'ai travaillé, donc en sachant que ça voudrait dire que d'un autre côté, mon entreprise, je la mettais en veille. Mais je me suis dit que la France valait bien ça et que peut-être que si j'avais la lâcheté ou la faiblesse, pas forcément de la lâcheté, mais peut-être un petit peu la peur de me dire « Ah oui, mais bon, la politique, c'est un peu risqué, faut quand même mieux que j'assure mes arrières. » Oui, les miens tout de suite, là, maintenant, oui. Mais dans 10 ans, les enfants, les petits-enfants, ils vont se retrouver avec quoi? Et je me suis dit, est-ce que c'est pas mon rôle en tant qu'adulte d'y aller? Alors voilà, j'y suis allée, c'est comme ça que je me retrouve devant vous aujourd'hui et que je vais essayer de vous parler. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main pour m'interrompre et poser des questions. Je sais qu'il y a déjà eu une conférence où l'Union européenne a été un petit peu présentée. Vous connaissez le fonctionnement des institutions. Donc j'ai suivi les conseils judicieux de Gauthier sur des sujets un petit peu plus locaux. Et puis après sur les sujets d'actualité à l'Union européenne. Mais s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, vous n'hésitez pas. Toutes les questions sont les bienvenues. Moi je suis là pour vous et pour vous répondre. Voilà, je suis votre envoyé à vous au Parlement européen. Et donc c'est moi qui travaille pour vous. Vous siégez en commission du budget, que vous avez dit. Qu'est-ce qu'il en est en réalité du contrat que von der Leyen a passé avec Pfizer lors du fameux Covid? En réalité, il y a 16 milliards qu'on ne sait pas où ils sont. C'est réel, donc? Ah, c'est réel. C'est réel, il y a 16 milliards, oui. Pouf, disparu. Le fait que le New York Times aurait récupéré les soi-disant SMS, c'est une réalité ou pas? Alors ça, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas le New York Times. Ce que je peux vous dire, c'est que, donc il y a 16 milliards qui ont disparu, comme ça. Il a bien récité de cette information, vous avez continué à comprendre? Ah oui, si, ça, la Cour des comptes européenne a dit il y a 16 milliards qu'on ne sait pas où ils sont. Et le fameux contrat Alors le contrat, on ne l'a pas. Comment c'est-il? Alors
Parce que... 16 milliards peuvent sortir du budget européen. Si avec 16 milliards, ça serait magique. Je suis conscient, on aurait déjà 16 milliards. 16. Oui. Ouais, 16. Mais s'il n'y avait que 16 milliards, ça irait. Et qu'en est-il du projet de bétonner, comment on appelle ça, le oléoduc du gaz russe? Alors, vous parlez du Nord Stream 2 peut-être? Ouais. Le Nord Stream 2, alors de le bétonner, de le réparer ou parce qu'il a été... Non, de le rendre inutilisable. Alors là, ça je sais pas. Sur les bancs de Bruxelles? Là, ça je sais pas. C'est quoi l'Europe? L'Union Européenne? On va vous l'expliquer. Eh bien... Non, je crois que ça n'importe pas. Non, c'est un constat que je fais. L'Union Européenne, à la base, c'est un projet après 45, soi-disant pour... dont le peuple a voté contre en 2005. Exactement. Et que M. Sarko, celui qui allait faire des Tout à fait. conférences au Qatar, ne l'oublions pas. Tout à fait. Aussitôt qu'il a perdu son mandat, c'est la même personne qui, avec le Qatar, a récupéré des milliards pour les banlieues. Tout à fait. Les frères musulmans ne sont pas financés par... Si, et par l'Union Européenne, donc par vos impôts. Ouais. Et qu'en est-il de ce fameux Coran, là, musulman? Il est en cours. Oui. Financé par nous aussi? Oui. Mais l'Europe ne sert à rien. Ah si, il y a ça. Ça quoi? À financer un Coran et les frères musulmans. Non, mais avec l'aval de qui? À 2 personnes? Pas du peuple. Ah ben non. Du coup, les salutations aux militants, ça c'est fait. Gauthier. Alors Gauthier, je ne sais pas si vous le savez tous, du coup je ne vois pas très bien, mais ça devrait marcher comme ça. Gauthier est aussi l'assistant d'André Rouget. Donc André Rouget, c'est un des 30 députés. Alors il n'y a plus 30 députés, il y en a 29. Parce qu'on en a perdu un. Est-ce que vous savez qui? Une dame, non? Une femme. Ouais. Ah, c'était la colle, c'était la petite question. Elle a eu des problèmes avec les financements avec, non, c'est Malika Sorel qui nous a, que nous avons exclu, c'est pas elle qui nous a quittés. Donc elle était deuxième de liste sur la liste de Jordan. Donc c'est quelqu'un qui vient du monde, qui n'avait jamais fait de politique. Mais qui du coup apparemment était pas très alignée, était plutôt intéressée par l'argent qu'elle allait toucher et voir si elle pouvait en toucher plus que par le fait de se battre à nos côtés et d'avoir nos valeurs. Donc elle nous a quittés, nous ne sommes plus que 29. Alors, mais dans 29 députés RN, et puis un groupe des Patriotes, ça aussi on a déjà dû vous l'expliquer, où là on est plus de 80, donc on est le troisième plus gros groupe, et c'est ce que je disais à ce monsieur tout à l'heure. Vous avez dû entendre parler du cordon sanitaire, même si on était une maladie grave. Donc attention, il ne faut pas que les gens nous approchent de trop près. Il faut savoir aussi qu'ils font des réunions au Parlement européen pour savoir comment mettre en place le cordon sanitaire. C'est-à-dire qu'avec l'argent des Français, ils perdent du temps à se demander comment ils vont nous regarder ou pas nous regarder, bouder ou pas. Enfin, on en est là. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça y est, le cordon sanitaire a sauté et largement sauté. On avait déjà commencé en commission budget à avoir les premières secousses et c'est une députée européenne que vous connaissez peut-être, Virginie Joron, qui elle était justement très impliquée dans la question des contrats d'Ursula von der Leyen, parce que ce que monsieur n'a pas dit, c'est que le mari d'Ursula a une entreprise pharmaceutique qui, comme par hasard, a eu les contrats et le prix de la dose, comme par hasard, avait augmenté. Donc ça vous donne une idée du marais un petit peu européen. Tout ça avec l'argent des citoyens. Et donc Virginie Joron, qui est très impliquée dans cette lutte, là a réussi à la dernière plénière à carrément exploser. On a 10 amendements sur 11 qui sont passés. Ça veut dire que des LR ou des socialistes ont voté des amendements avec nous, alors qu'avant, ça je le répète toujours, alors pour ceux qui l'ont déjà entendu, vous n'avez pas aimé, mais pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai été très marquée par l'amendement des dauphins. C'était une collègue députée qui avait fait un amendement pour sauver les dauphins du golfe de Gascogne, et juste parce que c'était un amendement RN, les Verts ont voté contre. Et là, je me suis dit, voilà où je suis. Il y a pas des orques là en ce moment qui sont en train de baigner dans des eaux usées je sais pas. Moi, je suis budget. Moi, je peux vous parler de tout l'argent qui disparaît. Je peux vous parler des milliards.
Mais effectivement, j'avais vu une info là-dessus, mais je ne sais pas si elle est fondée. Je suis allée vérifier après, parce que sur le coup, je me suis dit, pauvres petits orques. Quand je vous rappelle, pardon, si je vous parle de milliards, c'est qu'on a un ex-premier ministre qui a déclaré que la France était en état de faillite. Ça n'empêchait pas de taper dans les caisses. Bien sûr que non, pourquoi? Ça fait plus Fillon quand... Il lui arrive rien, ils sont pas punis. Ils sont pas punis, nous y reviendrons après. Bon, je voulais quand même donc parler un petit peu d'André Rouget. André Rouget, est-ce que vous savez qui il est? C'est un de nos messieurs outre-mer, puisque maintenant on a aussi Rodi Tolassi, un jeune et brillant député européen qui nous vient de la Guadeloupe. Voilà. Et donc là, André Rouget est actuellement avec Christophe Bay, ancien préfet qui est aussi dans nos rangs, avec Marine Le Pen en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, c'est l'homme dont Gauthier, votre Dédé, est le collaborateur. Alors je voulais faire un petit hommage à... Voilà, parce que j'ai regardé le dossier ArcelorMittal et j'ai vu que tu étais super impliqué et merci, c'est bien, c'est beau, c'est courageux. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Voilà. Et donc, pour reprendre ce que disait Gauthier tout à l'heure, reconquête territoriale et ancrage du RN, alors moi je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez gagner, Pierre-Luc. Mais voilà, n'hésitez pas à vous engager dans les municipales, même à un tout petit niveau, vous dire je fais les boîtes aux lettres de ma rue. Voilà, je mets un petit tract dans les boîtes. Rien que ça, déjà, nous, ça nous aide énormément, parce qu'il y en a beaucoup qui sont juste bénévoles, enfin d'ailleurs c'est majoritairement du bénévolat, la politique, donc voilà, le moindre coup de main, voilà, ça nous aide un petit peu, donc n'hésitez pas et je reviendrai pour les municipales. De toute façon, j'ai dit que je ferai comme girl pour le futur maire de Saint-Nazaire. Donc ce sera avec plaisir. Donc maintenant revenons à ce que disait aussi Gauthier à propos de Marine, parce que là c'est peut-être que les gens, peut-être que même parmi vous, il y a des gens qui se demandent un petit peu, Marine inéligible, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible qu'elle passe aux élections? On m'a beaucoup interrogé là-dessus, enfin qu'elle ait le droit de se présenter. Est-ce que c'est Jordan qui va y aller? Comment on va faire pour la campagne? On continue. Alors, du coup, ce qu'on a pu voir... On va continuer la réunion. Merci. Et nous allons écouter Madame Furet vous expliquer, bien sûr, l'Union européenne et pourquoi nous soutenons Marine Le Pen. Merci. Soyez patients. Mais elle n'est pas perdue, hein, ne croyez pas. Vous ne connaissez pas Marine. Non, mais justement, je pense que de toute façon, on a bien vu que d'ailleurs c'était dans l'adversité qu'elle était particulièrement brillante et forte. Et que, voilà, elle a hérité ça de son papa, il n'y a aucun doute. Et donc c'est pour cela que c'est important aussi qu'on ne laisse pas le pouvoir en face nous déstabiliser. Parce que eux, ce qu'ils ont fait, en fait, ils se sont dit, tiens, le RN pourrait passer, c'est pour ça qu'ils ont attaqué. C'est parce qu'ils se sont dit, tiens donc, le RN pourrait passer, pourquoi ils ne veulent pas qu'on passe? Parce que comme disait ce monsieur tout à l'heure, la gamelle, ça serait fini. Les petits arrangements entre amis, l'argent qui passe à droite à gauche, les instituts qui ne servent à rien et qui nous coûtent très très cher, où on place les copains, eh bien, ça serait fini avec nous. Donc du coup, ils se sont dit, on va faire tomber Marine, tiens, on va essayer de trouver une affaire. Alors quand même, cette affaire, faut savoir que, étant au Parlement européen, je me suis renseignée, on lui reproche d'avoir fait faire à ses assistants du travail de militantisme. C'est-à-dire, admettons que tu sois mon assistant Brian et non pas celui d'Alexander. Alexander, c'est plus prestigieux quand même. Voilà, Brian travaille avec moi au Parlement européen et là je lui dis, tiens, est-ce que tu peux donner des tracts à ces messieurs-dames quand ils sortent? Et à l'époque où ceci a eu lieu, il n'y avait aucune règle écrite au Parlement européen comme quoi c'était interdit. Ceci est une règle écrite, on sait qu'on fait une bêtise, on ne le fait pas. Aucune règle écrite comme quoi c'était interdit. Donc on fait de la politique, bien évidemment qu'un samedi, moi si je suis là et que mon assistant est là, je ne vais pas lui dire, écoute, non, c'est le samedi, c'est pas l'Europe, donc tu fais rien. Donc voilà. Et puis finalement, ils se sont dit, a posteriori, ce qu'on n'a pas le droit de faire en droit normalement. Hein. Normalement, quand une nouvelle loi, par exemple, si demain on décide qu'on rétablit la peine de mort, on ne va pas se dire, tiens,
le monsieur qui a été puni il y a 20 ans pour tel crime, vu qu'on viendrait introduire la peine de mort, on va le tuer. Non, ça commence à partir du moment où on met la loi en place. Là, non. La Commission européenne, les institutions européennes se sont dit, bon, on va faire ça de manière rétroactive, on va tout reprendre dans le passé, puis alors, qui est-ce qu'on pourrait embêter? Bayrou. Bayrou, exactement, parce qu'il a exactement la même chose. Alors, Bayrou a fait exactement la même chose. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et l'Italien qui a déclaré qu'ils avaient tous fait exactement la même chose. Bah oui, parce que c'était pas interdit. Mélenchon. Comment vous voulez Mélenchon, je pensais qu'il avait défendu Marine. Et alors là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah oui, mais Bayrou, relax. C'est pas pareil. Bayrou, c'est pas pareil. Non, par contre, Marine, c'est très grave. Ah oui. Donc, on va la faire passer devant un juge. Pas n'importe quel juge. Parce que c'est pas comme si en France, on était dans une république démocratique laïque où les juges devaient être neutres. Non, non. C'est une juge qu'on retrouve dans des manifestations antifascistes, le poing levé sur la scène. On a des photos des journalistes. Donc, c'est pas... Donc voilà, et cette juge-là, qu'est-ce qu'elle a dit au délibéré? Elle a dit, effectivement, j'ai pas de preuves concrètes, mais ça me ferait bien mal, et c'est noté dans le délibéré, hein, s'il y en a qui veulent que je leur envoie par mail le délibéré, ça me ferait bien mal quand même. Oui, de l'avoir... Langage très délicat pour un juge quand même, qui est censé être un officier d'État, ça me ferait bien mal de ne pas vous punir. Ça, c'est fait. Alors, bon... bien évidemment, Marine va se battre, bien évidemment que nous, on reste plus... C'est pas le moment, justement, c'est le moment de serrer les rangs. Et donc, je pense que c'est clair pour tout le monde au RN, mais c'est... Oui. De toute façon, le RN restera en haut, parce que nous, militants, déjà, on est sur un programme, on suit le programme, donc voilà. Ils ne vont pas nous décourager, même si malheureusement Marine... Voilà, ne peut pas se présenter. De toute façon, on sera derrière celui ou celle qui sera là. Donc, ils ne peuvent pas nous mettre à bas. C'est pas possible. Pardon, c'est pas la même chose. Le RN, c'est Le Pen. La marque Le Pen, elle est depuis 1972, madame. Donc, c'est pas un Jordan. Enfin, je lui souhaite beaucoup de choses, mais je pense que Marine pourra se refaire et puis faire appel, etc. Mais bon, je vous rassure, on est derrière Marine sans aucun problème. Mais comme on ne peut pas contrôler ce qui peut arriver, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est de rester voilà, unis, de serrer les rangs. Rester une force pour le RN. Alors, quelle est la bonne nouvelle quand même parce que c'est pas terrible ce truc-là. Mais quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que quand même on peut voir, alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas, en Roumanie, quand ils ont vu que c'était le candidat souverainiste qui allait gagner les élections présidentielles, ils ont fait annuler les élections au premier tour. Ingérence russe. Bon, ils ont quand même fait un petit peu des... Attendez, non, je finis mon propos. Ben, vous savez qui c'est? Non. C'est la Cour suprême roumaine. Si l'AfD, parce qu'après ils se sont dit, bah tiens, en Allemagne aussi, bah, c'est normal, les peuples se rendent compte que c'est le bazar partout. Ils ne veulent plus de l'immigrationnisme fou, ils ne veulent plus que leur travail, ils ne voient pas les fruits de leur travail, ils ne peuvent à peine espérer une retraite. Les impôts augmentent, mais les services publics meurent, donc ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est normal que partout, les partis qui disent bah, on va juste remettre les choses en place, comme ça devrait être, prennent que les peuples renaissent. Et donc Thierry Breton a dit, ancien commissaire européen, si l'AfD venait à gagner en Allemagne, on fera comme on a fait en Roumanie. Bon, alors, je ne peux que supputer ce qui s'est passé en Roumanie, mais en tout cas, c'était particulièrement bizarre que ce monsieur dise « on fera comme... voilà. Donc, on peut voir que c'est un pouvoir aux abois. Pour qu'il fasse des choses comme ça, aussi grosses, aux yeux, vues au su de tous, parce que là, c'est clairement antidémocratique, là, les gens se rendent compte que c'est totalitaire, c'est qu'ils sentent que c'est dangereux en face, donc c'est la bête blessée. Et donc je pense qu'il est d'autant plus temps de serrer les rangs et de continuer à avancer. C'est peut-être les dernières marches les plus difficiles, mais de mon point de vue, on n'est pas loin. Voilà, donc je vous disais le poids de mesure avec Bayrou, hein. Lui il a été relaxé, et continuons à défendre notre souveraineté. Ça, c'est pour Jocelyne qui va devoir m'aider parce que donc moi je suis allée voir. Alors je crois qu'il y a 97 emplois de menacés.
97, oui, tout à fait. Parfait, merci. Et que c'est une conséquence directe des politiques industrielles européennes. Alors, le peu que je sache, moi, de ce dossier-là, puisque j'étais en commission des affaires européennes à l'Assemblée. Alors, on a le droit, en tant que député européen, quand on veut et quand on peut, d'aller à l'Assemblée nationale dans une commission qui s'appelle la Commission des affaires européennes. Et là, on peut poser des questions, voir le relais, parce que ne nous mentons pas, je vous le dis clairement, les lois françaises ne sont que des retranscriptions des directives européennes. Ben oui, qui sont à la clé de souveraineté. Voilà, on a perdu notre souveraineté, et là maintenant l'Union européenne, sous prétexte de nous défendre contre les méchants russes, veut faire la défense européenne. Une fois que vous n'avez plus votre monnaie, puisque ce n'est plus la France qui bat sa monnaie, une fois que vous ne faites plus les lois, donc que vous ne rendez plus la justice, et une fois que vous n'avez plus l'armée, vous n'avez plus de souveraineté, vous n'êtes plus un pays. Donc c'est la dernière chose qui nous reste. Ils sont en train d'essayer tranquillement d'y aller. Voilà. Ça se fait par petits pas. Hein. Ils ne disent pas clairement aux gens parce qu'ils ont bien vu que les gens n'étaient pas trop d'accord. Si on leur disait, oui, mais demain la France c'est fini, parce que ça y est, c'est obsolète, c'est has-been. Maintenant c'est la start-up nation. Allez hop, la grande Europe fédérale libérale. Donc ils y vont tout. Oh, il y a un grand danger. Il faut qu'on ait une armée européenne. Donc, et puis il faut faire des emprunts du coup. Ça nous coûte de l'argent, hein, moi je veux vous dire. Ça nous coûte très Macron, cher. il va être le chef de l'Europe, alors on verra bien. Hein. Oui, c'est vrai que c'est son rêve. Là, l'armée européenne, enfin la défense, c'est la défense européenne, 800 milliards. C'est pas une paille. Et évidemment, parce que le budget, je vais vous impliquer, alors dès que c'est impliqué dans le budget, vous le dites, hein, le budget de l'Union européenne, officiellement, c'est 200 milliards. Donc, vous voyez bien le décalage entre le budget, on a déjà fait un emprunt de 800 milliards pour le Covid. Alors, c'était une partie pour payer les doses, mais c'était surtout pour après financer la reconstruction après, parce que le virus a détruit des choses. Voilà, il est allé détruire je ne sais pas quoi. Et donc, c'était pour des reconstructions, transition écologique, pour la diversité, l'inclusion, etc. Donc cet argent est allé uniquement été fléché. Donc vous avez déjà 800 milliards d'emprunts. Là, ils veulent en remettre une couche de 800 milliards qu'ils ont fait passer avec l'équivalent du 49.3, mais européen, c'est l'article 122. Voilà. Qu'ils ont fait passer avec l'article 122, enfin que Ursula von der Leyen a fait passer. Donc, à force d'emprunts comme ça, cet emprunt-là, et qu'est-ce qui se passe quand on est surendetté? Bah, on coule, hein. Alors on coule, et donc on devient esclave par la dette. Donc c'est la bonne vieille technique de l'esclavage par la dette. Voilà. Les Français ne veulent pas devenir des Européens, ne veulent pas se fondre dans la grande Europe fédérale. Mettons tous les pays sous la dette, comme ils ont fait avec la Grèce, et allez hop, on fait la grande Europe fédérale. Donc du coup, pendant cette commission des affaires européennes, j'étais avec un député national, Monsieur Bigot, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, et qui justement a questionné notre nouveau commissaire européen, Monsieur Séjourné, sur ArcelorMittal en disant, mais alors tu vas enrichir mon propos, hein, parce que en disant, mais oui, mais on a donné plein d'argent à cette entreprise. Il a été mon ministre des Affaires étrangères pendant peu de temps. On sait qu'effectivement, il est beaucoup resté chez lui et qu'il a fait un désastre sur notre politique des affaires étrangères. Il en fera tout autant en tant que commissaire. Regarde ça, j'ai toute confiance en ta parole là, sur ce coup-là. Voilà. Donc, amateur, une fois, amateur toujours. Et donc, a priori, nous aurions donné de l'argent à ArcelorMittal. Plusieurs millions d'euros sur plusieurs années. Et aujourd'hui, comme beaucoup d'autres entreprises qu'on a engraissées, eh bien, elles souhaitent délocaliser. On a, comme à Cordemais, laissé la planche à billets tourner longtemps et depuis, j'ai envie de dire, depuis toujours pour les engraisser aujourd'hui. Eh bien, on les laisse partir parce qu'on n'a aucune ambition industrielle, alors à l'échelle locale, à l'échelle régionale et encore plus à la tête du pays. Et nous, aujourd'hui, eh bien, nous souhaitons une politique ambitieuse au Rassemblement national, industriel et du territoire. Et on a besoin de toutes les bonnes volontés, dont la semaine prochaine, je vais
avoir un échange avec un des salariés d'ArcelorMittal pour échanger concrètement, parce que ça serait pratiquement même un peu plus que 97 emplois qui seraient menacés, beaucoup plus. On a plusieurs sites, notamment au nord de la France, qui est touché par cette suppression d'emplois. Il n'y a pas que la Loire-Atlantique qui serait touchée, notamment Sébastien Chenu qui se donne un corps et âme à l'Assemblée nationale également pour défendre l'industrie de son territoire. Donc voilà, on accentue la destruction de la France. Alors de l'Europe, c'est vrai qu'on a Prince Macron c'est son rêve depuis avant même qu'il soit ministre de l'économie, sans doute, en tant que secrétaire adjoint de l'Élysée. On est là, on n'est pas que des lanceurs d'alerte, on est des militants de terrain et voilà, on est à l'écoute et on n'est pas spécialement qu'à l'écoute, on dénonce, on essaie aussi d'être force de proposition. C'est pas simple non plus. Marine en Nouvelle-Calédonie aussi, elle a été interpellée par des habitants, mais vous savez, on n'est pas là pensant qu'on a la science infuse, qu'on va avoir réponse à toutes les problématiques, on va pouvoir trouver des solutions à tous les problèmes. On est là, on est à l'écoute, on essaye aussi de trouver des solutions avec ce qui nous est remonté aussi, parce que c'est pas des rapports qui vont nous faire ressentir un peu la température du terrain. On y est sur le terrain, on voit ce qui se passe, on a des yeux, on n'a pas des œillères comme nos opposants, on est présent. Et aujourd'hui, et depuis plus de 40 ans, l'Assemblée nationale est sur le terrain et essaye d'avancer. On avance. Voilà, parce que pour la deuxième fois, Marine est au second tour. On a pour la deuxième fois envoyé la plus grosse délégation au Parlement européen, dont Angéline... On a fait sauter les NFE. Exactement. Ça, c'est une très belle victoire par rapport à l'écologie punitive. Et Pierre-Luc, dans son programme, je n'en doute pas, fera l'écologie de terrain et une écologie positive et non punitive. Moi, je trouve qu'on est les vrais écologistes, c'est nous. C'est nous, bien sûr, parce qu'on veut mener une politique d'écologie intelligente, de territoire, de proximité, et pas seulement les circuits courts et les pâquerettes qu'on va pouvoir installer à l'hôtel de Lille. Voilà. Les éoliennes, voilà, votre territoire à quelques centaines de mètres. Les éoliennes, ça ne marche pas. Ça marche pas, ça ne marche pas. Non, parce que quand il n'y a pas de vent, on est obligé de les faire tourner avec du gaz. C'est un on ne peut pas stopper l'électricité. L'électricité, on est obligé de la vendre, de la dispatcher. Mais bon, voilà, c'est un dossier qui est très difficile parce qu'il n'y a aucune envie ni d'ambition de l'État qui est aux manettes. On n'y est pas. On est là, on défend nos propositions. Mais ce sont tous des trucs suédois. Mais on ne perd pas espoir. On perd pas espoir. On n'a rien qui sont chez nous, monsieur. Voilà, mais comme Gauthier a pu le dire, et même Angéline, on a notre candidate, on a ce ticket avec Jordan qui forme ce binôme. Et on y croit, et on va tout faire pour que la victoire soit apportée. Mais Trump, il est au pouvoir, il est au pouvoir, lui. Mais nous, on ne refuse pas d'aller au pouvoir, au contraire. Mais que nous, il faut passer par l'Assemblée, le machin, toutes les commissions. Voilà. Mais tout n'est pas impossible. L'espérance et l'espoir, c'est à nous de la créer. Les énergies parallèles, il faut prendre avec lui, avec notre région. Oui, je vais rebondir sur l'écologie punitive, parce que j'ai une petite anecdote d'écologie punitive. J'étais donc au Monténégro, donc vous savez que maintenant c'est l'électricité verte, les éoliennes, là pour sauver la planète. C'est pas comme s'il y avait du béton au pied des éoliennes, qu'on ne savait pas recycler nos éoliennes, enfin bref, c'est un petit peu cette fable qu'ils nous vendent, surtout pour créer une économie parallèle, pour créer des nouveaux marchés. Et donc, me voici au Monténégro en train de visiter une centrale électrique parce qu'ils ont mis en place un corridor avec l'Italie et le Monténégro pour recevoir les milliards européens parce qu'ils sont candidats à l'accession dans l'Union européenne. Donc, comme tous les candidats à l'accession, comme la Turquie, ils reçoivent des milliards de votre argent, de notre argent,
pour se préparer à rentrer. Alors, comme ça, ils aiment bien prendre leur temps. Hein. Ça, c'est un petit peu comme une femme que vous voulez inviter ou comme un homme que vous voulez inviter. Si vous lui donnez un petit peu d'argent en disant comme ça, tu as le temps de te préparer avant que tu peux aller t'acheter une robe ou deux ou trois, on va faire durer le plaisir, c'est normal. Hein. Voilà. Donc, il faut durer le plaisir et ils disent, ah oui, nous, on est très verts. Ils ont même mis ça dans la Constitution, le Monténégro, pays vert. Donc, je demande à l'ingénieur, alors il nous explique, voilà, on va bientôt mettre en place la première ferme solaire, les premières éoliennes, et donc il va falloir renforcer le réseau. Parce que si vous ne voulez pas qu'il arrive ce qui s'est passé en Espagne, c'est-à-dire que le réseau saute parce qu'en fait il est saturé, parce qu'il ne peut pas recevoir l'énergie, voilà. Au niveau du suite, ah, il ne faut pas que j'oublie ça, il faut que je vous le dise aussi, parce que ça c'est assez magique aussi. Donc il nous dit, il va falloir renforcer le réseau, donc ça va coûter le double. Alors, donc je vais voir ce monsieur, qui lui est un privé, hein. Je lui dis, mais vous êtes ingénieur, vous le saviez bien au départ que ce type de réseau... Il dit, ah oui, nous on le savait, oui, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que les ingénieurs le savaient, donc si les ingénieurs le savaient, les politiques le savaient, et ça veut dire que quand ils nous ont vendu leur grand rêve tout vert avec des petits lapins et on va tous, voilà, ça va être merveilleux, eh bien ils savaient que les réseaux électriques de nos pays européens, parce que cet ingénieur m'a dit, mais en fait, il va falloir refaire tous les réseaux électriques de tous les pays européens, puisque ce sont des réseaux qui n'étaient pas adaptés, c'est ballot. Donc je lui ai dit, ça va être un bon business, il m'a dit, ah oui. Voilà, donc c'est ça le Green Deal. C'est des business qui servent à rien, c'est pour alimenter des copains, des nouvelles industries, alors que cet argent pourrait effectivement aller dans les hôpitaux, pour nos enseignants, pour nos routes qui commencent à se dégrader, pour nos agriculteurs. Mais... Ah, il n'y a rien pour les agriculteurs. Ah ben les agriculteurs, là, l'Union Européenne a décidé de... C'est fini, il n'y aura plus d'agriculture en France, c'est fini. L'intégration de l'Ukraine, c'est la mort de notre agriculture programmée, c'est juste clair et net. Hein. Mais on peut pas à l'Assemblée, oui. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de majorité, on ne peut pas arrêter les importations de l'Ukraine. Enfin, on les a arrêtées pour le poulet parce qu'on a vu ce que ça donnait, mais pour le reste, vous voyez. Alors, nous, on le demande à l'Union Européenne, hein, on dit, faut pas... On est minoritaire, on est minoritaire. Mais pour l'instant, on est minoritaire. Ah, c'est pas dit que LR un jour, mais voilà... mais on peut amender, on n'est pas là pour faire de la figuration. Non, mais on fait pas, c'est ça, on fait pas de la figuration, on n'est pas... Comme je vous disais, on a fait passer 10 amendements sur 11 à la dernière plénière, donc on fait pas rien. Dans les 10 amendements, il y avait notamment un amendement qui permet d'expulser les squatteurs. Donc jusqu'ici c'était « Oh, pauvres squatteurs, ils vont dormir dehors, les pauvres chouchous, prenez une chambre d'hôtel pendant qu'ils sont chez vous. Hein, vous pouvez quand même. » Là maintenant, voilà, on peut expulser les squatteurs. Donc on ne fait pas de la figuration. Hein, non, j'ai jamais dit ça. Ah, non. Mais effectivement, on n'est pas majoritaire, on n'est pas au pouvoir, donc on fait tout ce qu'on peut en tant que contre-pouvoir. Et c'est pour ça qu'il faut que derrière, il y ait vraiment... Malgré les vicissitudes de la politique, je sais que des fois c'est un peu décevant, on se dit ah bah oui mais là il ou elle aurait pu faire ça, bah, moi si j'avais été elle j'aurais dit ça, hein. Je l'aurais dit à Macron. Oui déjà il faut y aller là où elle est parce que ça tangue là-haut. Et puis voilà, on est nous aussi pas parfaits, et puis des fois le peuple n'est pas prêt. Juste faut se souvenir qu'on faisait très peur aux gens. Hein. Pour eux, on était des racistes, antisémites, enfin, je sais pas ce qu'on était... Voilà, pour eux, on était atroces. Hein. Donc maintenant, ils commencent à se rendre compte qu'on est des humains, voire même qu'on est des humains qui veulent du bien aux autres. Alors, ça, déjà, c'est pas mal. Si un jour... c'est pas si un jour, quand on va gagner. Voilà, quand on va gagner. Et le premier échelon, c'est bientôt. Et le premier échelon, c'est les municipales, parce que là, les gens, ils voient concrètement ce qu'on fait. Ils voient concrètement, quand je suis allée à Perpignan, là le taxi me disait, maintenant on peut se balader dans le centre-ville. Donc les gens voient concrètement que ça fonctionne, que les impôts baissent. C'est grâce à Alliot, hein. C'est grâce à Alliot. Alors, le rencontre avec... Ah oui, ça c'est mon petit voyage au Monténégro. Bon, c'était... si vous voulez que je vous en parle un petit peu, alors normalement, l'Union Européenne, c'est pas un État. C'est plusieurs États qui ont décidé de faire un marché commun. Bon, comme ils ont décidé qu'ils allaient devenir un super État, ils ont mis en place un drapeau, comme s'ils étaient un État. Ils ont mis en place un hymne, c'est la fête, comme s'ils étaient un État. Les gens se lèvent même hein, quand il y a l'hymne européen. Enfin, c'est pas un État, normalement.
On ne sait jamais pour l'hymne de l'ONU. Mais bon, voilà. Et alors là, maintenant, ils ont envoyé des fonctionnaires, enfin des fonctionnaires dans les pays qui veulent essayer dont le Monténégro, qui est quand même la plaque tournante du crime organisé dans les Balkans, mais c'est pas grave. Donc ils se sont dit, là comme ils voient que dans l'Europe occidentale, les gens ne sont pas trop d'accord, ils disent on va grappiller les territoires. Donc on va essayer de faire entrer la Serbie, on va essayer de faire rentrer même si c'est la corruption généralisée, même si, voilà, ce sont nos frères de valeurs. Oui, d'accord. C'est quoi les valeurs européennes? Faire annuler des élections quand le candidat ne nous plaît pas? Enfin, je cherche, moi. Donc voilà, donc là, au Monténégro, le représentant de l'Europe se fait appeler Monsieur l'ambassadeur. Comme ça, c'est fait. Bon, je vous rassure, je ne l'ai pas appelé Monsieur l'ambassadeur quand je lui ai parlé, parce que moi, on m'a appris le respect de qui est qui. Enfin, voilà, quand tu seras Monsieur le maire, ou quand vous serez Monsieur le maire, je ne dirai pas bonjour Pierre-Luc, quoi. Enfin, bonjour Monsieur le maire. Voilà. Alors, on leur a donné 1,2 milliard d'euros cette année. Pour 600 000 habitants. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Je trouvais que c'était confort. Hein. Niveau budget, bon après je suis allée un petit peu m'enseigner, je leur ai demandé combien ça faisait, ce qu'on leur donnait dans la part du budget. Ah, ils ne me répondent jamais. Hein. Que ce soit les représentants de l'Union Européenne ou les représentants du Monténégro, quand je pose la question, alors après je regarde, je fais mes petites recherches dans la chambre le soir, je me dis, ah oui, ce qu'on leur donne comme argent, c'est 1/5 de leur budget. Voilà. Et évidemment, voilà, cet argent sert à leur donner envie d'être parmi nous, mais ça ne leur donne pas du tout envie de ne plus être la plaque du crime organisé, ça c'est pas le problème. Donc voilà ce que l'Union Européenne fait par exemple de notre argent. Mais il y a tellement d'autres choses, hein, comme disait monsieur tout à l'heure, il y a le Coran européen, il y a les frères musulmans. Alors là, il y a un rapport qui est sorti, je ne sais pas si vous y avez eu accès, mais si vous n'y avez pas eu accès, il est sur Internet. Voilà, le rapport du ministère de l'Intérieur avec des infiltrations dans les associations, les institutions, les écoles, le sport, donc, souvent le sport associatif, hein, c'est bien. Donc tout le tissu français, et ce n'est pas qu'en France d'ailleurs, hein, en Belgique c'est terrible, en Allemagne c'est terrible. Et là, c'est ce que me disait Gauthier, mais peut-être que tu vas pouvoir, toi, revenir un petit peu dessus. Apparemment, en Loire-Atlantique, il y a des signaux préoccupants également. Alors, il faut savoir que l'Union Européenne aussi finance des associations liées aux frères musulmans. Toutes tranquilles. Voilà. Des universités, Et quand on leur dit, ils nous disent oui. Ouais. Et il ne se passe rien. Ça, c'est comme les contrats d'Ursula von der Leyen, comme Huawei qui donnait de l'argent à des députés pour les corrompre, pour qu'ils passent des amendements favorables à Huawei. Il ne se passe rien. Ils disent, ah oui, c'est terrible, on ne le fera plus. Et point. Et comme il n'y a rien au-dessus pour sanctionner, il ne se passe rien. C'est pour ça que Marine Le Pen a demandé à ce que, alors nous, évidemment, la Cour européenne des droits de l'homme, on sait bien que c'est pas nos copains, parce que c'est eux qui vont nous forcer à accueillir des immigrés illégaux, mineurs, qui ont violé, mais c'était pas leur faute, parce que chez eux ça se faisait, donc ils pouvaient pas le savoir. Oui, mais quand même, dans leur pays, c'est atroce, c'est la guerre, alors on peut pas les mettre dehors, hein, parce que, quand même. Donc voilà. Mais par contre, l'Union Européenne n'a aucune instance au-dessus d'elle. Donc s'ils font quelque chose d'illégal, comme là, il n'y a jamais de sanction. Donc pour l'instant, on se bat pour que les institutions européennes, parce que nous, les pays qui font partie de l'Union Européenne ont été obligés d'adhérer à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc nous, on se bat pour que les institutions de l'Union Européenne, qui normalement sont obligées, fassent et la Cour européenne des droits de l'homme au-dessus d'eux. Donc en fait, mais on peut aucune sortir. institution... On peut en sortir, mais une volonté politique. Voilà. Donc il n'y a aucune institution juridique qui peut attaquer l'Union européenne. Exactement. Voilà. Donc quand par exemple, on a des collègues qui n'ont pas un poste qu'elles devraient avoir à l'Union européenne, je pense à Virginie Joron, qui devait être vice-présidente de sa commission, ou moi aussi qui devais être 4e vice-présidente, mais parce qu'on est des méchants fascistes, racistes, et ben non, même si on est des femmes, hein, pas grave, il y a
c'est clairement quelque chose d'illégal, on ne peut faire aucun recours devant personne. Et hypothétiquement, est-ce que ce serait possible de créer justement une instance juridique qui pourrait justement faire ce boulot-là? C'est la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord. Mais il faudrait que les institutions y adhèrent. Non mais, pardon. Ah oui, je vous en prie. Mais on Ça me pourrait, fait petite madame, pause. s'il y avait une majorité à l'Assemblée dans chaque pays, on pourrait sortir d'une partie des accords. Le Portugal l'a fait, Je parle pas des l'Italie... accords, moi, je parle vraiment des actes illégaux. Ah, des actes illégaux. Voilà, c'est vrai. Après, oui, effectivement, sortir de certaines choses. On peut sortir, mais avec une majorité à l'Assemblée. Par rapport Voilà, aux actes c'est illégaux, toi, parce Gauthier, qu'on c'est pas sans voir reproche beaucoup d'actes illégaux Avec tes frères musulmans. dans le pays. Je dirais peut-être à la Et fin. on est Mais il y en condamné a pour tous les ça. jours, madame. Mais On ne si dit alors pas tout ce qui se passe en Afrique. Ils s'entretuent entre eux. Oui, on peut aller, les ONG pour l'immigration, oui. Ah, c'est beaucoup. Bah, c'est que je dois faire celui-là. Donc, évidemment, il n'y a pas que les ONG, qui sont, enfin les frères musulmans, en fait, les ONG plutôt islamistes. Il y a aussi les ONG pro-immigration qui sont financées avec notre argent, hein, pareil, à coups de milliards. On a découvert dernièrement qu'ils financent également la presse, la Commission européenne finance également la presse. Et on l'a notamment fait massivement au moment de la campagne des élections européennes pour que la presse relaie des articles et une opinion. Donc ça s'appelle la corruption de la presse et c'est de la propagande. Donc l'Union européenne, avec notre argent, fait de la propagande pour que les gens votent comme elle veut. Donc voilà ce que l'Union européenne fait avec notre argent. Et ça, c'est sourcé, on a les rapports. On a demandé à ce que soit mise en place une commission d'enquête, et une commission d'enquête indépendante, parce qu'en fait ils voulaient créer ils se sont dit, ah oui, quand même, on est très très corrompus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un comité d'éthique et de 30, je ne sais plus trop comment ils nous ont appelé le truc, et où est-ce qu'on va le mettre? Ah oui, pour qu'il soit bien indépendant, à la Commission européenne. Ah oui, mais c'est pas la Commission européenne qui est corrompue? Si, mais c'est bien comme ça si le comité d'éthique il est à la Commission européenne. Donc du coup, nous on a voté contre. Alors évidemment, nos adversaires, sans vouloir citer spécifiquement les LFistes, mais tous, hein, d'ailleurs, on dit « Ah ouais, c'est parce que vous êtes très très corrompus et vous avez plein d'affaires. D'ailleurs, la preuve, Marine Le Pen avec l'affaire des assistants, c'est pour ça que vous ne voulez pas de comité d'éthique, parce que vous avez trop de choses à cacher. » Alors là, on se dit, alors, comment on va faire pour s'en sortir de ce truc-là et leur dire que non, c'est parce qu'on sait qu'un comité d'éthique qui a son siège à la Commission européenne qui est le cœur de la corruption, ça risque pas de fonctionner. Et ça fera un organe de plus où caler les copains, parce qu'il y a déjà l'OLAF, qui normalement était censé garantir la transparence. Alors l'OLAF, c'est lui qui poursuit Marine Le Pen, mais, enfin en tout cas qui la poursuit dans un premier temps, mais pas François Bayrou. Et pas non plus Jean-Luc Mélenchon. Il est mis en place le comité Non, pas encore. Pour l'instant, on a réussi. Pour l'instant, on arrive à le tenir à distance. Donc, comme quoi, voilà, nos actions. Alors, c'est sûr, on ne change pas le monde en un jour. Hein, mais effectivement, nos actions ont quand même un impact. Ils voient là qu'ils sont gênés, puis ils voient qu'on travaille. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils s'étaient dit, ils vont un peu peigner la girafe. Et puis petit à petit, on va, voilà. Puis là, on commence vraiment à les gêner. Hein. Il y a des fois, on est carrément censuré dans nos prises de parole, c'est-à-dire qu'ils coupent le micro, comme ça, on ne nous entend pas. Sur un truc, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la conditionnalité de l'état de droit. C'est leur tout dernier truc. Ah non, il y a aussi le DSA, mais alors ça, donc vous savez que nous versons de l'argent à l'Union européenne en tant qu'État. 18 milliards. Et alors nous, on est ce qu'on appelle des contributeurs nets, on a de la chance. Ça veut dire qu'on en verse plus qu'on en reçoit. Mais alors, petite blagounette, c'est pas comme si c'était des traités bien comme il faut, où il s'agit simplement de marché unique, de politique européenne, vous avez versé de l'argent, vous avez des choses à mettre en place qui correspondent aux politiques européennes, vous recevez l'argent que vous devez recevoir. Non. Maintenant, il faut aussi que vous ayez un comportement qui soit
justement qui correspondent aux valeurs démocratiques de l'Europe. D'accord? Comme ça a l'air super sympa. Moi je me suis dit valeurs démocratiques, c'est bien, c'est exactement ce que je suis. Moi je suis pour la démocratie, j'aime les valeurs, allons-y. Mais on s'est rendu compte que par exemple ils avaient dit à notre voisin en Hongrie, Viktor Orban, qui a dit non, la Gay Pride dans Budapest ça suffit parce que quand même ils passent dans des petites tenues, il y a des enfants, il y a des familles. La Gay Pride c'est pas obligé. On arrête. Et là ils ont dit ah mais non, ça c'est contraire aux valeurs européennes. Ah bon? Donc on va pas vous donner les sous. Donc ça veut dire que pour avoir les sous auxquels on a le droit, il faut obligatoirement mettre en place une Gay Pride. Et là, on commence à rentrer, vous voyez, et c'est ça qu'ils appellent la conditionnalité de l'état de droit. Si vous ne faites pas comme ils veulent que vous fassiez, donc si vous n'êtes pas immigrationniste, si vous n'êtes pas fédéraliste, si vous n'êtes pas pour une armée européenne, si vous n'êtes pas wokiste aussi, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un homme ou une femme, vous êtes ce que vous ressentez, vous pouvez un jour vous sentir homme, un jour vous sentir femme, grille-pain, licorne, ce que vous voulez. Si l'État n'est pas d'accord pour que la sécurité sociale finance à 100% des transitions de genre, parce que justement vous êtes dans une... Parce que là ça y est, je me suis sentie homme, donc je me suis dit je vais me faire enlever les seins et mettre un faux pénis. Donc la sécurité sociale, évidemment, il faut qu'elle subventionne ça. Si l'État n'est pas d'accord avec ça, il dit bah non, il faut arrêter, ce serait bien quand même de soigner les dents des gens, qu'ils puissent avoir, les mutuelles coûtent cher, ça commence à... là, vous êtes contre les valeurs démocratiques européennes. À plus de 30 000 € par personne. Ouais. Ça fait cher... Ça fait cher le pénis. Ça fait cher... Je sais pas le dire. Merci, tout à fait. Exactement. Bon, en même temps, je ne connaissais pas le prix. Voilà. Mais bon... Donc du coup, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est on essaie de les forcer à ce que vraiment il y ait un contrôle. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, nous on veut voir les chiffres, en tout cas moi à mon niveau, mais après dans les autres commissions, comme les commissions, je pense surtout à Virginie Juron, mais on dit, voilà, on veut voir les contrats. Qu'est-ce que vous avez signé comme contrat? Où sont les chiffres? Où c'est passé? On veut voir. On veut que les gens puissent voir. Parce que c'est ça la démocratie. C'est les gens qui votent pour des représentants, donc on est vos représentants, on bosse pour vous. Et donc, c'est normal que les gens puissent voir et vérifier que tout est OK, que c'est normal, et s'ils ont la moindre question, avoir la réponse. Donc nous, vraiment, on se bat pour cette transparence. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu crois qu'on avance? C'est long. Je pense qu'on avance et que les gens identifient maintenant d'autres actions au Parlement européen, ce qui est un petit peu nouveau. Oui. Moi, quand je vois que je vais sur le marché et qu'on me parle de Jordan et de Virginie Juron, pas forcément sachant que Virginie Juron est du RN d'ailleurs. Ah ouais? Mais oui, c'est un petit peu nouveau et qu'on l'identifie bien sur des enjeux de santé publique, de transparence des données, de liberté publique, c'est un petit peu nouveau. Ça veut dire qu'on identifie le RN sur ces sujets. Et que, comme vous l'a dit Angéline, on identifie le RN pour ce qu'il est, c'est-à-dire défenseur d'une démocratie au sens propre. La démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir, kratos, du peuple, démos, par et pour le peuple. C'est comme ça qu'on conçoit la démocratie. Et pas comme on a des valeurs, nous aussi, français. Oui. Des valeurs notamment de la République française, qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Et puis une histoire qui procède de choses bien plus anciennes que la République, bien sûr. Notamment, ici, nous sommes fortement influencés par la culture chrétienne. Donc on a nos valeurs à nous, qui sont identifiées. Il n'y a pas besoin d'avoir des fausses... il n'y a pas besoin ni d'avoir des fausses valeurs européennes, ni des notions qui sont un petit peu polysémiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir plusieurs sens. L'état de droit, c'est quoi finalement? Ça avait un sens sérieux quand le mot a été inventé il y a quelques siècles. C'est maintenant utilisé, comme vous l'a expliqué Angéline, comme une véritable arme de guerre contre nos démocraties. Et une arme de guerre contre les États membres qui composent cette Union européenne pour amoindrir leur souveraineté nationale, pour effondrer leur identité, pour que ces pays se fondent toujours plus, comme vous l'a expliqué Angéline, dans un super État fédéral qui n'est résolument pas l'Europe que nous voulons. Merci. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait une autre... moi je trouve que c'est une super conclusion.
bien, merci. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on peut faire passer le micro, avoir des questions. Peut-être On va prendre deux ou trois questions, et puis ensuite, s'il y a des questions pour Madame la députée. C'est un micro sans fil, alors on ne peut pas le faire. Moi, je voulais poser une question. Sont-ils vraiment démocrates? Absolument pas. Voilà. C'est le fond de ma pensée. Je crois que depuis que j'observe un peu plus le Parlement européen, en tout cas la Commission européenne plus, hein, Oui. ce sont des gens qui sont nommés, Tout à qui fait. n'ont pas la sanction de l'élection, et justement, n'ayant pas la sanction de l'élection. Et alors, plus loin que ça, je me suis intéressée parce qu'un ami m'a interrogée et je n'avais pas la réponse. Il m'a dit, mais comment, qui se présente à l'élection de président ou de présidente de la Commission européenne et qu'est-ce qui nous permet d'être éligible? C'est vrai, en France, pour être éligible à une élection, il y a des conditions. Avoir plus de 18 ans, être de nationalité française, ne pas avoir de casier... non, c'est là. Bon, bref. Et donc, je me suis dit, bah oui, pourquoi Madame Ursula von der Leyen, alors que, bon, elle était en procès au moment de l'élection, pour les fameux contrats. Donc je suis allée voir, et en fait, non, il n'y a pas trop de conditions. Donc en fait, traditionnellement, il faut quand même être de nationalité d'un des pays membres de l'Europe. Voilà. Mais c'est le Conseil de l'Europe, donc c'est-à-dire les représentants des différents États qui discutent, qui disent, bon, on va très bien un tel, et puis, hop, c'est ratifié par le Parlement ou pas, et c'est tout. Donc, pendant 5 ans. En fait, les règles là-bas, c'est un peu n'importe quoi. Il n'y a pas quelque chose de vraiment carré. C'est un petit peu comme ils veulent, oui. Oui, c'est assez... C'est variable. Ouais, la notion d'état de droit, comme le disait très justement Gauthier, on a une collègue, donc Pascale Pierrat, qui est une magistrate vraiment très solide et une femme brillante et admirable, qui leur a demandé en commission juridique, donc c'est quoi la définition d'état de droit? Ils ont dit... il n'y en a pas vraiment. Elle a dit, ah bon? Ils ont dit, bah non, parce qu'on aime bien, comme ça, c'est quelque chose qui reste, qu'on peut adapter. D'accord. Selon leur critère. Voilà. Donc, oui, il y a ce côté, c'est pas du tout démocratique, c'est technocratique, c'est un entre-soi. De l'entre-soi, oui, ça Ouais. aussi. Il y a un entre-soi, vraiment, il y a un mépris des peuples. Je fiche complètement. Les manifestations des agriculteurs pour le Mercosur, ça a fait ni chaud ni froid dans les institutions européennes, moi, j'ai trouvé. C'est vrai. Les agriculteurs s'étaient déplacés, ils étaient au pied des institutions européennes, ils criaient leur désespoir et rien du tout. Hein. Ah oui, parce qu'on va importer. Voilà. C'est leur but, madame. Tout à fait. C'est anéantir l'agriculture française et puis importer. Donc, on va acheter au champ, on va acheter 2 belles tomates à 2,95 € avec des pesticides. Voilà. Voilà, enfin bon, c'est à peu près ça. Oui, oui, oui. Mais on ne peut pas lutter, si vous voulez. Comment Bien vous sûr voulez que si, faire? on peut lutter. Comment font-ils, les pauvres agriculteurs? En faisant élire des patriotes, Voilà. Oui, mais... des amoureux de la France. Oui, mais d'accord, mais il faut rentrer avec le tracteur dans la préfecture. Il n'y a que la force après qui peut jouer. Déjà, Ça, c'est essayons notre de aventure. mettre Voilà. des Mais patriotes non. au Est-ce qu'on pouvoir. peut prendre Ça, c'est une rien. dernière question peut-être? Pardon. Une dernière question peut-être? Oui, Madame. passer les Je questions. suis novice, je ne suis pas du tout politique, c'est pas trop mon truc. Mais je me rends compte quand même d'une chose, c'est que tout ce que vous avez dit là, il y a combien de Français qui sont au courant de ça? Très peu. Très peu parce que ça passe Et pas à la il y a très télé. peu de médias qui disent la vérité. Ils sont subventionnés. Donc, Comme vous voyez, comment l'argent. voulez-vous que les gens puissent avoir une idée objective moi, quand ils votent parce qu'il va avoir une bonne tête, celui-là, parce que ça va leur faire plaisir, parce qu'ils ont l'impression qu'il est dans le camp des gentils, voilà, c'est tout. Mais les gens ne sont pas... Je pense qu'aujourd'hui, les gens ne réalisent pas... Enfin, si, ils commencent. Ils commencent. Oui, oui, à réaliser. ça commence. Mais enfin, ils en sont encore loin, et puis vous avez quand même une majorité de moutons qui va suivre le... Oui, mais ils vont suivre. Donc quand ils vont sentir la balance, ils suivront. Les amoureux de la France, les patriotes, ils nous suivront. Et c'est pour ça qu'on se déplace. C'est pour ça. Moi, je vais vous dire la vérité, je suis pour les réseaux sociaux. Mais c'est pour ça que on met sur nos réseaux sociaux ce qu'on fait, on dit ce qu'on nous a dit, parce que quand on
réunions, en fait, les gens, ils ne savent pas, ils ne vont pas aller sur Internet se connecter à la réunion des commissions budget au Parlement européen. Personne n'a cette idée-là. Donc c'est pour ça que nous, on met pour que les gens sachent ce qui s'y dit, sachent ce qui se passe vraiment. C'est pour ça que je viens vous voir, pour vous dire ce qui se passe là-haut, parce que moi, avant de monter, j'étais parmi vous, j'étais de l'autre côté. Donc je trouve ça important, puis vous allez pouvoir le dire à table. Et c'est comme ça que... Il ne faut pas que chacun reste devant sa télé, il faut que les gens ils continuent à se voir, ils continuent à se fréquenter, à se parler. Se parler. S'informer. Oui, je vois sur les réseaux sociaux, malgré tout, moi je ne suis pas depuis très longtemps. Et j'ai le plaisir de me rendre compte qu'il y a une grande diversité de personnes qui soutiennent le RN, plus que l'on le croit en fait. On a beau nous traiter de racistes, de quoi que ce soit et tout ça. Si les gens étaient honnêtes et s'ils regardaient vraiment la diversité de personnes qui soutiennent le RN et qui sont conscients de ce que leur communauté, machin, tout ça fait, machin, là, c'est quelque chose, je trouve, de très enrichissant quand même. Parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont d'une grande valeur aussi sur ce milieu. Ça nous a du courage, hein. Ça fait du bien en fait de voir cette diversité. C'est vrai, mais il y a encore beaucoup de gens par rapport à mon entourage et à tout ce que j'entends, il y a encore beaucoup de gens qui sont pour le RN, qui n'osent pas le dire et qui ont surtout peur des conséquences le jour où le RN passera. Oui, ça j'ai beaucoup peur entendu. des conséquences, pas que de ce que fera le RN, de ce qui se passera de l'autre côté. Oui, mais ça c'est aussi un peu des oppositions. Et les gens ont peur. C'est vrai que c'est difficile. Alors on le dit souvent, moi la première je le dis, de toute façon, il y a l'armée, il y a tout ce qu'il faut pour se défendre, si quoi que ce soit. C'est du fantasme aussi. Mais c'est vrai que les gens ont peur. C'est un signal faible, comme on dit que les nous. Français sont trouillards déjà de nature, alors... Je sais pas, c'est quand même un peu... C'est quand même un signal faible que nous comment nous allons faire ce que nous avions dit auparavant qu'on ferait. On va en gros appliquer notre programme. C'est pour ça qu'il y a cette peur au niveau national. Je ne pense pas que la peur vienne du RN. Je ne pense pas que ce soit par rapport à ce que vous allez faire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Nos opposants politiques ont peur que nous appliquions leur programme. Et que, alors eux qui occupent le devant de la scène, dans cette espèce de bipartisme qu'il y a eu là depuis 1945, entre d'abord la droite et la gauche, et maintenant c'est Macron et ce qui reste de classe politique, ils ont peur d'être complètement mis en dehors de la classe politique. Parce qu'ils contrôlent les médias, la classe politique, les chambres parlementaires, le Conseil économique social, les grandes entreprises, le Conseil constitutionnel. Donc ils contrôlent, au-delà de ces grandes institutions, ils contrôlent nos consciences également. Et ils ont peur d'être complètement mis à l'écart, et en plus être mis à l'écart par un grand sursaut populaire. Ils ont peur que ce soit le peuple qui les balaye. C'est une idée qui est insupportable pour eux. Au niveau national, c'est comme ça. Ils ont peur qu'il y ait ces 13 millions de voix qui demain passent à 15 millions et que Marine Le Pen accède au pouvoir, applique réellement son programme. Ils ont peur aussi au niveau local, à notre toute petite échelle, là, quand nous allons combattre loyalement pour avoir des élus, même pas forcément des maires, parfois des élus dans les conseils municipaux d'opposition, ils ont peur de ça. Quand on loue, comme on l'a fait, quand on essaie, comme on l'a fait avec Jocelyn il y a quelques mois, on essaie de louer juste une ludothèque à Saint-Herblain, c'est-à-dire c'est un lieu qui est parfaitement neutre. Mais quel scandale que le RN puisse louer le grand lieu culturel de Saint-Herblain, parce que pour eux la culture leur appartient, c'est un peu leur chose privée. Vous voyez qu'on est même privé quelque part, et ça montre notre force et le crédit qu'ils nous accordent. On est même privé quelque part d'utiliser l'espace public comme on l'entend. La réunion que nous faisons là aujourd'hui, on l'annonce au dernier moment, pour pas qu'il y ait par exemple de contre-manifestation. Est-ce que c'est normal? D'une part, est-ce que c'est normal démocratiquement? D'autre part, quel parti ainsi est combattu au point qu'on essaye d'interdire ces manifestants, ces militants, au point qu'on essaye d'interdire ces réunions, au point qu'on essaye d'intimider ces militants pour qu'ils ne se présentent pas sur des listes électorales? Il n'y a que le RN qui est dans ce cas de figure-là. Ça veut dire que le RN est, entre guillemets, je dis ça vraiment entre guillemets, un danger du point de vue de ces gens-là, du point de vue de ce système de domination qui existe depuis des décennies et auquel nous allons faire rendre gorge, pacifiquement bien sûr, mais nous allons abattre ce système-là pour rétablir véritablement des institutions
sincèrement républicaine et rétablir un peu de patriotisme dans ce pays. Et des gens comme Angéline Furel vont nous aider dans ce combat. Bravo. Mes chers amis, merci pour votre écoute. Merci naturellement à Angéline pour sa présence et ses explications très pédagogiques, notamment sur les questions européennes. Nous allons dans quelques instants partager le verre de l'amitié, dont je veux signaler à notre assemblée qu'il a été préparé depuis ces derniers jours avec la grande attention que l'on sait, d'une part par Pierre-Luc et Germain, ainsi que par Laurence, membre du bureau départemental. Nous allons tous partager le verre de l'amitié. Avant cela, je vous invite à vous lever pour l'hymne national, la Marseillaise. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.